L'opération n'est pas terminée. 14h, bienvenue sur BFM TV si vous nous rejoignez pour cette édition spéciale. Après cette tragédie, le bilan qui s'alourdit donc, puisque ce sont désormais au moins 10 morts qui sont recensés dans cet incendie qui a lieu ce matin à Witzenheim, dans le Haut-Rhin, un gîte de vacances qui accueillait des personnes atteintes de handicap, qui a pris feu, 10 corps donc déjà retrouvés. Il en reste encore un qui est recherché. Il y avait 28 personnes au total qui se trouvaient sur place au moment de ce drame. Seules 17 d'entre elles ont été évacuées. Oui, et on retrouve Antoine Forestier sur place. Vous êtes notre envoyé spécial. On parle bien sûr là d'un drame, d'une tragédie. Alors on l'a appris il y a quelques minutes. Du coup, c'est un 10e corps qui a été retrouvé. Il en reste un à rechercher. On va vous refaire la chronologie de ce qui s'est passé ici. Les pompiers reçoivent le premier appel à 6h33. Un témoin, un voisin, voit ces flammes et les prévient. Ils arrivent sur place 15 minutes plus tard. Selon les pompiers avec qui nous avons pu échanger, ils nous expliquent que les flammes étaient si violentes, le bâtiment déjà tellement détruit qu'à leur avis, les victimes étaient déjà décédées à ce moment-là. Il y avait 28 personnes à l'intérieur de ce gîte. 17 étaient au rez-de-chaussée. Elles ont pu être évacuées. 11 se trouvaient entre le premier étage et la mezzanine juste au-dessus. Et malheureusement, ce sont bien 11 personnes qui étaient recherchées depuis ce matin. Il y a un drone qui, en milieu de matinée, a pu repérer 3 corps. Et ensuite, le bilan s'est alourdi. Les pompiers nous avaient annoncé dans un premier temps 9 corps retrouvés. J'ai pu échanger avec l'un d'entre eux il y a quelques minutes. C'est bien un 10e corps qui a été localisé. Il reste donc désormais un corps à retrouver. Il y a quelques minutes, on a pu voir les chiens mis en place au niveau du premier étage. Les équipes cynophiles déployées pour aider les pompiers à tenter de repérer la dernière victime qui est donc recherché. Et il y a également le drone qui a décollé, qui était toujours présent il y a encore quelques minutes au-dessus de cette ancienne grange qui avait été réhabilitée en gîte pour tenter donc d'aider les pompiers sur place à retrouver cette dernière victime. On le rappelle, le bilan est pour l'instant de 10 morts, mais il y a bien encore une personne, un corps a priori, qui est recherché. Antoine, vous qui êtes sur place, quel est le périmètre de sécurité qui est mis en place actuellement ? Il est assez important parce que lorsque nous sommes arrivés sur place, on a dû passer plusieurs barrages, montrer évidemment nos cartes de presse pour pouvoir accéder ici, mais c'était à plusieurs kilomètres à la ronde. Il faut dire qu'il y a des effectifs de gendarmerie un peu disposés partout pour empêcher les personnes d'accéder à cette route départementale, tout simplement pour qu'il n'y ait pas de curieux qui viennent ici déranger les opérations de secours, laisser les pompiers et les gendarmes travailler sereinement. En revanche, évidemment, pour les familles des victimes, il y a une possibilité d'accéder au village. Il y a une salle qui leur a même été réservé pour qu'ils soient accueillis et pris en charge par une cellule médico-psychologique parce que les personnes qui étaient à l'intérieur de ce gîte étaient en vacances ici. C'était pour la plupart des personnes qui étaient atteintes de handicap mental et des associations qui les encadraient. Personnes originaires de Nancy. Nancy, c'est à peu près à 2 heures de route ici. Donc les familles ont pu être prévenues ce matin et peuvent venir retrouver donc des médecins, des psychologues pour échanger par rapport à ce qui s'est passé et évidemment se tenir informés de la situation. C'est un petit peu plus loin d'ici pour ne pas être dérangé évidemment par les journalistes présents sur place. Il y a donc un périmètre de sécurité très important, également des moyens au niveau des pompiers et des gendarmes qui sont très conséquents. Périmètre de sécurité, Antoine, aussi, j'imagine, mis en place parce que la Première ministre, elle doit arriver dans les prochaines minutes sur place, Elisabeth Borne. Alors, on imagine que là où vous vous trouvez, eh bien, l'émotion est vive. C'est la sidération sur place ? Oui, parce que le bilan est terrible, le bilan humain est assez impressionnant. Et donc pour les habitants ici, c'était assez difficile, surtout qu'ils ont été témoins de cet incendie, de ces flammes assez impressionnantes. Certains nous ont montré des photos, des vidéos qu'ils ont pu prendre. On a pris conscience de l'ampleur de cet incendie. Il faut quand même imaginer, lorsqu'on voit le bâtiment qui est juste derrière, il y a un bâtiment juste à côté avec un toit assez haut. C'est à peu près le même type de toit qu'il y avait juste au-dessus qui s'est donc effondré. D'ailleurs, vous pouvez le voir à l'instant, le drone est de retour juste au-dessus du toit pour aider les équipes. Je vous en parlais tout à l'heure, le drone présent à ce moment-là. Donc en fait, le toit qui était au-dessus de cette mezzanine au premier étage est assez imposant et s'est effondré sur tout le reste du bâtiment, ce qui complique les opérations pour les pompiers sur place, qui permet aussi de comprendre pourquoi ils ont des difficultés à repérer tous les corps et qu'il manque actuellement un corps sur place. Il y a l'adjoint au maire qui est présent, qui échange avec les habitants.
certains élus qui sont venus sur place et puis évidemment les pompiers, les gendarmes, 80 pompiers sur le terrain, une quarantaine de gendarmes qui collaborent ensemble évidemment pour tenter de comprendre ce qu'il s'est passé et les raisons de cet incendie. Pour le moment, le commandant des opérations de secours nous indiquait qu'il n'y a pas de piste privilégiée. Il y a le procureur de la République de Colmar qui devrait s'exprimer ou au moins publier un communiqué de presse dans l'après-midi qui devrait peut-être nous donner de nouvelles informations à ce sujet. Merci Antoine Forestier en direct de Witzenheim avec Corentin Préat pour BFM TV. Évidemment, on vous retrouve dans un instant pour continuer de suivre sur le terrain cette enquête et ces recherches, surtout donc pour retrouver cette personne qui reste disparue à l'heure actuelle. Antoine en parlait tout à l'heure, c'est le choc, c'est la sidération évidemment dans le voisinage. Écoutez cette témoin, cette voisine qui raconte ce qu'elle a vu. Alors on écoutera ce témoignage un peu plus tard, lorsque l'on aura retrouvé ces informations. On fait le point notamment avec vous, Cécile Olivier, chef du service police-justice de BFM TV, pour refaire un point sur cette terrible histoire, ce drame qui s'est joué donc tôt ce matin dans ce gîte qui accueillait donc des personnes en situation de handicap, leurs accompagnants qui sont venus en vacances. C'est les circonstances que nous a racontées Antoine, et donc de gros moyens qui sont engagés pour retrouver au départ ces 11 personnes qui étaient portées disparues et maintenant il n'en reste plus qu'une seule. Oui, donc le feu a pris ce matin à 6h30. C'est une ancienne grange en fait qui a été transformée en gîte et qui était louée pour l'occasion par une association qui s'occupe de personnes en situation de handicap. Et donc un groupe de 28 adultes en situation de handicap et leurs accompagnants également étaient en vacances. Des adultes qui étaient originaires de Nancy. Comme ça vient d'être dit, 11 personnes sont portés disparus et donc 10 corps ont pu être localisés dans les décombres, ce qui n'a pas été facile parce que la mezzanine au premier étage s'est effondrée et puis il faut intervenir. Le plancher n'est pas stable, donc il ne faudrait pas qu'il y ait d'autres victimes, mais ces corps ont été localisés grâce aux drones, grâce aux chiens, aux moyens cynotechniques et puis grâce tout simplement aux pompiers qui ont fait des reconnaissances à l'intérieur. Vous l'avez dit, beaucoup de moyens engagés, un peu moins de 80 pompiers étaient sur place dès 6h45 ce matin, donc très vite après l'alerte, parce que l'alerte a été donnée à 6h33, et également 4 ambulances, un poste médical avancé, des gendarmes également, puisque c'est la gendarmerie qui va être chargée de l'enquête, la brigade de recherche de Colmar et la section de recherche de Strasbourg, et puis une cellule d'urgence médico-psychologique a été mise en place pour venir en aide aux impliqués et aux familles des disparus. Anthony Lebos, je me tourne vers vous du service politique de BFM TV. La Première ministre, Elisabeth Borne, elle est attendue sur place dans les prochaines minutes. Elle a annoncé ce déplacement et puis le président de la République aussi a réagi depuis le fort de Brégançon. Oui, avec ce message posté sur les réseaux sociaux dans lequel le chef de l'État, Emmanuel Macron, évoque une tragédie. Je cite le chef de l'État. « Mes pensées vont aux victimes, aux blessés, à leurs proches. Merci à nos forces de sécurité et nos services de secours mobilisés. » Vous évoquiez la venue prochaine de la Première ministre Elisabeth Borne sur les lieux du drame. C'est le président de la République, a fait savoir l'Élysée, qui a demandé à la Première ministre de se déplacer. Voilà, vous voyez ici à l'image ce message d'Emmanuel Macron qui a succédé quelques minutes après aussi une réaction sur les réseaux sociaux de la Première ministre Elisabeth Borne qui, elle, évoque un terrible incendie. Mes premières pensées vont vers les victimes et leurs proches. Je salue la mobilisation des sapeurs-pompiers. Gérald Darmanin aussi avait salué la mobilisation des forces de secours. C'était le premier membre du gouvernement à réagir ce matin très tôt aux alentours de 9h30. Gérald Darmanin qui ne sera pas présent dans ce déplacement ministériel. C'est vraiment la Première ministre qui est dépêchée par le chef de l'État, Gérald Darmanin, qui a écrit « En dépit de l'intervention rapide et courageuse des sapeurs-pompiers que je salue, plusieurs victimes seraient à déplorer. » On sait qu'il y a un 10e corps qui a été retrouvé sur les 11 personnes disparues. Avalanche de réactions, avalanche aussi de dommages de toutes les classes politiques finalement. Oui, parce qu'effectivement, là, on a eu d'abord la plupart des réactions provenaient de la majorité et singulièrement des membres du gouvernement. Il y a eu aussi, il y a quelques instants, une réaction de Jordan Bardella, le président du Rassemblement national, qui a écrit ceci. Vous le voyez à l'image, la tragédie qui a frappé ce matin, un gîte pour personnes en situation de handicap, attriste tous les Français, pensée émue pour les victimes ainsi qu'à leurs proches. Enfin, les élus locaux aussi ont réagi, à commencer par le président de la région Grand Est, Franck Leroy, qui écrit ceci sur le réseau social X, anciennement Twitter, face au drame de
Windenstein, pardon. Je veux dire mon émotion, ma tristesse et adresser mes pensées aux victimes, à leurs familles, ainsi qu'au personnel du centre. Merci pour ces précisions. Évidemment, les hommages qui vont continuer d'affluer de la part de toutes les classes politiques. Bonjour Sébastien Paletti, vous êtes porte-parole dans la sécurité civile. On le disait, les recherches se poursuivent. Alors il y a déjà la difficulté du feu, même s'il a été maîtrisé, il n'est pas totalement éteint. Il y a ce plancher, comme nous le disait tout à l'heure Cécile Olivier, qui s'est effondré sur le premier étage, qui a rendu aussi difficile les recherches de survivants, ou en tout cas de corps. Pour l'instant, c'est malheureusement ce qui se passe. Et donc cette dernière personne qui reste à trouver, qu'est-ce qui rend difficile particulièrement ces recherches ? Alors permettez-moi tout d'abord, au nom de la sécurité civile et de son directeur général, d'apporter tout le soutien et la compassion aux victimes et à leurs familles. Cette opération de secours est complexe, certes. Par l'engagement rapide et massif des sapeurs-pompiers du Haut-Rhin, le feu a été rapidement circonscrit. Mais une partie du bâtiment s'est effondrée et donc la responsabilité du commandant des opérations de secours aujourd'hui est d'une part de parfaire l'extinction, donc d'éteindre tous les brûlots qu'il reste, et il en reste encore, et d'autre part de rechercher la personne manquante sans mettre en difficulté les secours et les sapeurs-pompiers. Donc c'est une opération complexe qui se fait à la fois avec des sapeurs-pompiers qui se déplacent sur les gravats là où ils peuvent, également avec un drone, avec des équipiers cynotechniques et des chiens dans le cadre de télécoms opérationnels qui sont éprouvés au sein de la sécurité civile et qui permettent de rechercher aussi les victimes. Et tout cela se mène de manière méthodique et de façon à être le plus efficace possible et le plus en sécurité possible. Les brûlots dont vous parlez là, ça fait quasiment 8 heures maintenant que l'incendie a été en tout cas signalé. Ça peut prendre beaucoup de temps à éteindre ? Ce type d'incendie peut prendre plusieurs heures à être complètement éteint, même si, vu de l'extérieur, le feu, quoi qu'il en soit, ne se propage plus, est circonscrit. Mais l'extinction parfaite prend du temps et nécessite de la méthode, de l'engagement. On est sur des circonstances qui sont exceptionnelles du fait de ce bilan qui est extrêmement lourd. Alors, on l'a entendu tout à l'heure, les pompiers sont arrivés très vite sur place, en moins de 15 minutes. Pourtant, on est en période d'été, j'imagine les effectifs ils sont limités dans les différentes casernes, mais les pompiers, ils sont toujours en première ligne et ils sont là malgré, on va dire, cet embrasement. C'est comme ça qu'en tout cas, le lieutenant-colonel a appelé à cette situation ce matin très tôt. C'est toute la force de la sécurité civile et des services d'incendie de secours grâce au maillage territorial, grâce à la complémentarité entre les différents statuts que constituent les pompiers professionnels et les pompiers volontaires, d'être capable de manière organisée de répondre dès l'appel. Ce matin, la demande de secours qui est arrivée à 6h33 au centre de traitement de l'alerte des sapeurs-pompiers du Haut-Rhin a permis très rapidement de constater que c'était un événement d'ampleur et donc 8 engins incendie ont été engagés immédiatement et au plus fort de l'intervention, 80 sapeurs-pompiers étaient sur les lieux. Et au-delà de cette mission, c'est toute une chaîne de secours globale qui est mise en place sous la responsabilité du préfet du département, avec la prise en charge des personnes qui sont impliquées, des victimes et des familles de ces victimes qui s'est organisée dans un temps parallèle au temps de l'extinction du feu sous l'égide du commandant du département de secours. Vous restez avec nous, Sébastien Paletti, Anthony également. On va pouvoir écouter maintenant ce témoignage précieux, celui du voisinage tout proche, cette femme qui habite en face de ce gîte et de cette grange et qui raconte ce qu'elle a vu, notamment ces flammes impressionnantes. En fait, moi, ça m'a surtout réveillée à 7h du matin. J'ai entendu beaucoup de sirènes. Alors bon, on en entend passer de temps en temps parce qu'il y a beaucoup de circulation sur cette route. Mais là, je me suis dit, il y a quelque chose qui se passe. C'est pas normal. J'entendais des gens qui s'invectivaient, qui criaient, qui s'appelaient. J'ai ouvert le volet et puis j'ai vu dans la cour juste en face, parce que je suis juste en face, moi, en fait, des tas de véhicules de pompiers, de secours, SAMU, voilà, urgence gaz. Je me dis, oula, il y a quelque chose qui se passe. Et surtout, après, j'ai vu le gros panache de fumée. Et donc, voilà, je me suis déplacée après dans le jardin parce que je voyais mieux dans le jardin, en fait, ce qui se passait. Là, j'avais une vue, en fait, sur le bâtiment qui était en flammes. Donc, toute la toiture il y avait des flammes de plusieurs mètres de haut et voilà, quoi. Je pense qu'il y a de plus en plus de véhicules qui sont arrivés, de plus en plus gros véhicules, des gros véhicules d'intervention. J'ai vu aussi le poste, on va dire, je sais pas exactement, ils ont déployé une grande antenne. Enfin, voilà, quoi. Je me suis dit, là, il y a vraiment quelque chose. Je voyais que des secours et pas du tout de personnes évacuées. J'ai vu des véhicules partir, des véhicules de pompiers avec certainement des personnes blessées ou intoxiquées, je sais pas. Mais voilà, j'ai vu quelques véhicules partir, des VSAB partir, mais pas du tout après. Voilà, moi j'ai pas vu des gens s'enfuir.
C'est pas des personnes qui étaient très, handicapées physiquement, parce qu'apparemment c'est des personnes handicapées mentales légères. Je veux dire, c'est des personnes autonomes au niveau des mouvements. Voilà, je pense qu'ils sont c'est peut-être plus l'heure qui a joué en défaveur, c'est-à-dire le matin tôt, certainement qu'ils dormaient encore. Ça, je pense. Et puis après, le feu a dû prendre très rapidement, vu l'état des flammes. Moi, j'ai entendu qu'à 6h30, les secours ont été appelés. Moi, je me suis réveillée à 7h, j'ai ouvert le volet. Je pense le feu a dû prendre de l'ampleur en très peu de temps. Et du coup, voilà, c'est peut-être plus une question de timing qui, malheureusement, a joué en leur défaveur et pas le fait qu'ils soient handicapés, quoi. Sébastien Paletti, toujours avec nous, porte-parole dans la sécurité civile. Justement, on sait... ce genre d'incendie peut se déclarer extrêmement vite. Pour autant, là, on était sur un gîte privé qui accueillait des personnes handicapées. On imagine aussi que dans ce genre, en tout cas, d'établissement, il y a des précautions qui sont prises. Alors, il est trop tôt pour parler des causes et des circonstances de l'incendie et puis des mesures prises ou pas prises par l'établissement. Une enquête est en cours et donc menée par le procureur de la République et tous ces éléments-là seront abordés dans le cadre de l'enquête et les éléments de propagation du sinistre et d'origine seront également abordés. Mais ça peut aller très vite. Comme l'ont constaté les secours à leur arrivée, à 6h45, le feu était généralisé, touchait le deuxième niveau. Au direct, on vous interrompt, désolé, on va écouter ce point de situation. 3 moyens aériens, donc des échelles et des moyens de soutien sanitaire. À l'heure où je vous parle, donc sur les 11 personnes qui étaient dans le bâtiment, nous en avons localisé 9. 3 à ce stade ont pu être extraites du bâtiment. Mais nous sommes toujours à la recherche de 2 dépouilles de personnes que nous n'avons encore pas pu trouver ou localiser dans le bâtiment. Quelle était la plus grande difficulté lors de cette intervention ? Alors, la difficulté technique, il n'y en a guère, puisque c'est une intervention qui, au final, ressemble à des interventions courantes pour feux de maison, feux d'appartement que nous faisons régulièrement. Là, la difficulté réside dans le bilan en nombre de victimes qui est particulièrement élevé. Mais techniquement, pas de difficulté majeure. Dans quel état est-ce que les victimes ont déjà pu être sorties, les cadavres, ou comment les pompiers procèdent ? On les voit en blouse blanche ? Oui, il s'agit en fait ensuite de récupérer les dépouilles des personnes qui sont restées à l'intérieur. Vous pouvez vous imaginer qu'elles ne sont pas forcément dans le même état que vous et moi ici. Et donc il s'agit aussi à un moment donné, simplement par rapport au risque infectieux, de pouvoir protéger les équipages qui vont être amenés à manipuler les dépouilles. Quelqu'un a des questions ? Oui, vous avez fait 10e victime localisée. Alors, je réponds effectivement à la question de la 10e victime. Au final, je ne peux pas le confirmer, puisqu'effectivement, de manière certaine, nous n'en avons que 9. La 10e, nous n'avons pas de certitude à ce stade-là. Il y a des vérifications encore en cours par vos équipes. On voit le chien, les drones sur place. Tout à fait. Les recherches sont toujours en cours. De toute façon, on a de manière quasi certaine. Nous savons qu'il y avait 11 personnes dans le bâtiment. Donc à partir du moment où les 11 n'auront pas été identifiés, en tout cas localisés, le travail pour nous ne sera pas terminé. Est-ce qu'il y a des premiers éléments déjà sur où serait parti le feu, d'où serait parti le feu ? Non, c'est difficile à dire là aussi. Probable qu'il est parti du premier étage, mais ça c'est l'enquête qui le confirmera. Donc à ce stade, c'est compliqué d'émettre des hypothèses sur le départ du feu, sur les raisons pour lesquelles l'embrasement a été assez rapide et d'une intensité particulière. Ça c'est l'enquête de gendarmerie qui le déterminera. On voit des colombages. Est-ce que c'est une maison alsacienne ? Est-ce que c'est une maison ancienne ? Est-ce que le matériau peut vous expliquer aussi ? Oui, en fait le rez-de-chaussée est maçonné. Par contre, effectivement, à l'étage, on est sur de la structure type maison alsacienne, donc colombage avec du remplissage et du bardage bois. Donc même si le bois, les grosses sections de bois présentent souvent moins d'inconvénients que d'autres matériaux, mais bon, il est clair que à la fois la structure du bâtiment, mais aussi potentiellement le potentiel calorifique qui se retrouve à l'intérieur, et là on ne sait pas, en termes de mobilier, de literie, de canapé, ça dépend également aussi énormément du potentiel calorifique qui se trouve dans le bâtiment, indépendamment de la structure du bâtiment en elle-même. Il y avait des chambres sous le toit, sous le toit.
Donc il y a des chambres au rez-de-chaussée et le premier étage en fait représente un volume relativement haut à l'intérieur duquel il y a une mezzanine. Donc on peut parler quasiment de 2 niveaux, un premier et un deuxième étage. Mais tout ça dans un seul volume. Et donc effectivement les chambres étaient en mezzanine au premier niveau. Vous disiez que les survivants sont sortis du rez-de-chaussée, donc il y a eu vraiment une dichotomie entre rez-de-chaussée et étage. Oui, clairement. Même si, à notre connaissance, quelques personnes du premier étage ont pu s'extraire à temps, mais clairement, l'essentiel des victimes qui ont pu sortir du bâtiment, ce sont les personnes du rez-de-chaussée. Est-ce que vous avez eu des infos de la propriétaire sur comment était organisé le gîte à l'intérieur? Est-ce qu'il y avait toutes les mesures de sécurité? Là, c'est pareil, c'est difficile à dire. La propriétaire, vous doutez bien qu'elle était en état de choc, donc elle n'a pas été vraiment en mesure de répondre à nos questions. Quant à la conformité du bâtiment, ça, là aussi, ce sera l'enquête et les services de gendarmerie qui pourront à un moment donné établir ce qu'il y a lieu d'établir en la matière. Mais ce n'est qu'une maison, il n'y a pas parce qu'elle a plusieurs gîtes, semble-t-il. Pour nous, c'est un bâtiment. C'est difficile peut-être de parler de maison, mais effectivement, c'est un bâtiment. C'est un seul bâtiment, effectivement. C'est un seul bâtiment. C'est ça. Et vous avez fait une chapelle ardente pour les corps? Non, pour l'instant, non. Non, là, pour l'instant, là, ce sont les techniciens en identification criminelle qui ont la main. Donc là, pour l'instant, ce sont eux qui ont la maîtrise de la gestion des corps. Et est-ce que c'est plutôt l'inhalation ou l'effondrement du bâtiment qui aurait causé la mort? Est-ce que vous arrivez déjà à détecter un peu? Là aussi, très compliqué de répondre à cette question. Par expérience, les gens meurent la plupart du temps par inhalation de gaz de combustion, de gaz toxiques. Donc on a des raisons de penser que dans cette circonstance, comme la plupart des cas, c'est effectivement l'inhalation des gaz de combustion, de gaz chauds, qui ont provoqué le décès. Et là aussi, j'imagine que des investigations vont être poussées et qui essaieront de déterminer ensuite les causes de la mort. On voit derrière vous en ce moment même des hommes en blouse blanche. Ce sont des pompiers, des gendarmes qui sont actuellement au premier étage? Alors, ce sont les deux. Ce sont à la fois des gendarmes, des techniciens en investigation criminelle, mais ce sont aussi des pompiers, puisqu'on assiste nos collègues gendarmes pour évacuer les corps, ne serait-ce aussi que pour sécuriser leur intervention dans des lieux qui, par définition, présentent encore un risque. On voit que ça fume encore. Comment ça se fait? Là, tout simplement parce que quand vous êtes face à un sinistre d'ampleur, il y a énormément de points chauds dans le bâtiment et il y a ce qu'on appelle ensuite des déblais à faire, c'est-à-dire qu'il y a des parties qui s'effondrent, on a des gravats et donc il y a des parties incandescentes qui sont recouvertes par des gravats, par des déblais. Et donc arroser sur des déblais, ça ne sert à rien. On pourra arroser pendant des heures et des heures, ça ne traitera pas le feu qui couve en dessous. Et donc ça nous oblige au fur et à mesure à déblayer les gravats pour ensuite traiter les points chauds, ce qui explique effectivement que l'intervention de ce point de vue-là dure relativement longtemps. Merci. Encore une fois le nom, s'il vous plaît. Oui. Philippe, c'est un prénom astucieux. Ah bon? Ça s'écrit PH. Voilà. Non, mais il pourrait avoir 2 ailes ou 2... Voilà pour cette prise de parole du lieutenant-colonel Philippe Auwiller, commandant des opérations de secours sur place à Witzenheim. Sébastien Palti, on revient un peu sur ce décompte, sur ce bilan qui évidemment reste provisoire à l'heure actuelle de ce drame, puisque là on a une précision. On a tous compris qu'il y avait 10 personnes sur les 11 disparues qui avaient pu être déclarées mortes. Ce n'est pas vraiment le cas. Alors ce qu'on précise bien, c'est qu'à l'heure actuelle, 9 victimes sur ces 11 disparus ont été localisées, que 3 dépouilles, donc 3 corps, ont été extraits des décombres. Mais ce qu'on comprend, c'est qu'il en reste encore sur les débris et qu'il reste encore 2 personnes dont on n'a pas de nouvelles. C'est bien ça ? Cette opération de secours, comme on peut le constater, est complexe du fait que
il y a des personnes qui manquent clairement à l'appel. Une partie du bâtiment s'est effondrée. Donc les opérations de recherche sont délicates, difficiles. 9 personnes semblent avoir été localisées, ce qui est avéré, mais peut-être elles ne sont pas encore toutes extraites du fait de la difficulté de l'extraction et du fait de la volonté du commandant d'opération de secours de ne pas faire prendre de risques aux équipes intervenantes. Donc tout cela va s'effectuer sur le temps long et en parallèle, les opérations d'extraction continuent. Comme il l'a très bien expliqué, il y a des possibilités de points chauds sous les gravats qui pourraient se réactiver et donc faire reprendre le sinistre. Donc il y a toutes ces opérations-là sont menées par le commandant d'opération de secours en parallèle. Et donc voilà, c'est une opération de secours qui va encore durer un certain temps. Et l'objectif principal est de retrouver l'ensemble des personnes qui manquent à l'appel, tout en parfaisant l'extinction totale du feu. Et on a donc quelques nouveaux éléments puisque c'est un bâtiment donc, qui accueillait, c'était 2 groupes d'adultes en situation de handicap encadrés par 2 associations différentes. Alors il y a un accueil qui a été bien évidemment organisé, un accueil des familles dans la ville de Wintzenheim. Justement, on en parle avec vous, Amélie Boukouza. Merci d'être avec nous. Vous êtes psychologue. Cet accueil des familles, évidemment, qui est nécessaire, était indispensable. Comment prendre en charge justement ces familles de victimes, un accompagnement, on imagine, psychologique, mais après cette sidération, ça va être vraiment un travail compliqué pour vous et pour vos confrères et consoeurs. Oui, ça va être un travail compliqué, en effet, selon le degré, si vous voulez, selon qu'il s'agisse de victimes, pour le coup, décédées, blessées, ou qui ont pu avoir la chance d'être sauvés. Il va falloir que ces familles puissent parler, puissent verbaliser, puissent être proches quand elles le peuvent de leurs enfants, de leurs proches en tout cas, sauvés. Mais ça va être beaucoup de verbalisation, énormément de verbalisation de ces faits. Il va falloir qu'elles soient entendues. Comment fonctionnent précisément ces cellules médico-psychologiques dont on parle dans ce genre de drame ? Ces cellules, elles fonctionnent selon le degré de victime aussi. Comme je disais, bien sûr qu'il y a malheureusement les personnes décédées. Il y a probablement certains qui sont blessés. Et puis il y a d'autres personnes qui ont pu se sortir de là, mais qui sont pour autant hébétées, traumatisées. Mais je veux dire, qui les accueille ? Est-ce qu'il y a des médecins ? Quel type de médecins ? Comment est-ce que ça fonctionne dans l'accueil des victimes et des proches des victimes ? Oui, il y a des médecins et puis il y a surtout des équipes psychologiques qui sont présentes pour pouvoir écouter, recueillir les témoignages, recueillir les faits, parce que dans les minutes qui suivent, dans les heures qui suivent ce type de traumatisme, il y a besoin de parler. Alors certaines personnes vont parler énormément, d'autres vont être dans des états de sidération tels qu'elles pourront être mutiques parfois. Donc il va falloir trouver, si vous voulez, le moyen de les faire verbaliser d'une manière ou d'une autre. Ça peut être aussi par des dessins parfois. On va utiliser toutes sortes d'outils, si vous voulez. Merci Amélie Boukouza. Anthony Lebos, on apprend aussi que la Première ministre sera sur place à 15h, mais avant cela, à 14h30, elle fera un point sur la gestion de crise et elle sera surtout au centre opérationnel départemental. Oui, c'est les équipes de la Première ministre qui nous ont transmis ces informations et qui indiquent que la Première ministre, effectivement, Elisabeth Borne, sera accompagnée d'Aurore Berger, la ministre des Solidarités et de la Famille, et aussi chargée du handicap. 14h30, c'est ce qui est prévu. Donc dans 4 minutes, normalement, la Première ministre doit faire un point sur la gestion de crise au centre opérationnel départemental. C'est à la préfecture du Haut-Rhin et puis ensuite à partir... Pour être briefé, c'est ça, c'est une forme de brief c'est une sorte sur la situation. Voilà, d'où l'importance d'un déplacement de la Première ministre après ce drame qui a touché cette commune de Wintzenheim. Donc effectivement, elle se déplace à la fois pour montrer la solidarité de la nation, comme chaque membre du gouvernement le fait à chaque fois qu'il y a un drame de cette ampleur-là, effectivement. Et puis aussi, évidemment, pour se faire briefer, pour avoir des éléments d'information sur les opérations de secours, sur les opérations aussi de sauvetage et de récupération de ces corps. Donc ensuite, à l'issue de cette... première partie au centre opérationnel, elle ira dans cette commune-là, endeuillée, pour aller exprimer évidemment
sa solidarité et son émotion auprès des familles, auprès des forces de secours, auprès des soignants aussi, qui étaient présents. Elisabeth Borne qui se déplace donc aussi à la demande d'Emmanuel Macron. C'est ce que fait savoir l'Élysée. Emmanuel Macron qui avait publié un message sur les réseaux sociaux et qui avait évoqué une tragédie. Le chef de l'État qui avait écrit, je le cite, « Mes pensées vont aux victimes, aux blessés et à leurs proches ». Alors justement, Anthony, on va finir avec ces autres déclarations de soutien qui se sont multipliées depuis ce matin forcément, et ça va continuer. Oui, avec d'abord la première réaction d'un membre du gouvernement, c'était celle de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui tôt s'était exprimé aux alentours de 9h30. Il évoque, je le cite, en dépit de l'intervention rapide et courageuse des sapeurs-pompiers que je salue, plusieurs victimes seraient à déplorer. On sait que 11 personnes étaient portées disparues avec ce bilan qu'on évoquait à l'instant. Également aussi des réactions de la part d'élus locaux, et à commencer d'abord par le président de la région Grand Est, Franck Leroy, qui a écrit ceci: face au drame, je veux dire mon émotion, ma tristesse et adresser mes pensées aux victimes, à leurs familles ainsi qu'au personnel du centre. Le maire de Nancy s'est aussi exprimé sur les réseaux sociaux. Nancy, d'où proviennent ces personnes qui résidaient dans ce gîte. Mathieu Klein, qui évoque son sentiment profondément meurtri par le terrible incendie ce matin. J'adresse mon plus grand soutien et mes pensées aux familles des victimes. À la fois des réactions des membres du gouvernement, du chef de l'État bien sûr, des élus locaux et aussi de la classe politique dans sa plus grande largeur. Il y a plus de clivage politique aujourd'hui. Voilà, effectivement, c'est la solidarité de la nation qui s'exprime, y compris avec des messages des partis d'opposition. Merci Anthony Lebos, vous restez avec nous. On continue évidemment de suivre aussi toutes ces réactions politiques sur l'antenne de BFM TV, 14h30 sur BFM. Merci d'être avec nous cet après-midi pour cette édition spéciale consacrée donc à ce drame survenu tôt ce matin aux alentours de 6h30 à Wintzenheim, cette commune du Haut-Rhin. Au moins 9 personnes mortes, localisées en tout cas selon les dernières déclarations des opérations de secours sur place. Un terrible incendie qui a pratiquement entièrement ravagé ce gîte que l'on voit sur ces images. Un gîte qui accueillait des vacanciers, 28 vacanciers venus de Nancy, des adultes handicapés, donc 2 groupes, donc visiblement, avec leurs accompagnants. Et ces gros moyens, Antoine Forestier, on vous retrouve sur place, qui ont été déployés pour retrouver les personnes toujours manquantes, car 2 personnes manquent encore à l'appel. Oui, il y avait dans ce gîte 28 personnes qui étaient présentes en vacances, des adultes handicapés mentaux légers, aidés par des associations, enfin encadrés en tout cas par des associations qui étaient présentes sur place. Un certain nombre d'entre elles étaient en train de dormir au niveau du rez-de-chaussée, d'autres au niveau du premier étage et de la mezzanine. Et le bilan pour le moment sur ces 28 personnes, il y en a 17 qui ont réussi à s'extraire du gîte au moment où le feu s'est déclenché. Il y en a 11 qui étaient malheureusement au premier étage et au niveau de la mezzanine et qui sont restés visiblement bloqués. 9 corps ont été retrouvés. Un petit peu plus tôt, les pompiers parlaient d'un 10e corps, mais finalement le bilan a été revu. Il n'a pas été confirmé que ce 10e corps a bien été retrouvé dans les décombres. La difficulté pour les pompiers sur le terrain, c'est que l'incendie est certes maîtrisé, mais il y a encore des zones chaudes. Il y a également ce toit qui s'est effondré, donc la zone est très instable. Il y a actuellement toujours sur place des techniciens en identification criminelle, des gendarmes, des pompiers qui travaillent ensemble pour tenter de retrouver les 2 corps qui sont manquants. Il ne fait aucun doute pour les autorités sur place que ce sont bien des corps que l'on recherche et non pas des survivants, parce que tout le monde a été visiblement piégé par ces flammes au premier étage et au niveau de la mezzanine. Il y a donc ces hommes en combinaison blanche qui sont sur le terrain, accompagnés parfois d'équipes cynophiles, des chiens qui les aident à tenter de repérer d'éventuelles traces de restes humains au niveau des décombres. Et puis le drone, là ça fait maintenant une petite heure qu'on ne le voit plus en action. Mais le drone qui a également été utilisé, c'est lui qui avait permis aux enquêteurs d'identifier les 3 premiers corps sur place, parce qu'à ce moment-là, en milieu de matinée, il y avait encore des zones très chaudes et les pompiers ne pouvaient pas y accéder directement. Antoine, un périmètre de sécurité bien sûr renforcé, une enquête qui est ouverte, des moyens, vous le disiez, qui sont déployés, qui sont importants. Et on imagine bien sûr une émotion particulière, un choc pour ces habitants de cette petite ville.
Oui, déjà un mot sur le périmètre, en effet, qui est assez impressionnant. À plusieurs kilomètres d'ici, il y a plusieurs barrages. Une route départementale a été complètement coupée. Cela permet d'éviter qu'il y ait des curieux qui viennent ici et qui dérangent les opérations de secours, les gendarmes qui sont en train d'enquêter. Seuls les journalistes, qui sont très nombreux également, journalistes français, journalistes allemands, peuvent accéder à la zone. Et puis concernant l'émotion, évidemment, dans le village, tous ceux qui ont été témoins de cet incendie sont très choqués, notamment par le bilan lorsqu'ils ont appris qu'il y avait 11 corps qui étaient à retrouver au niveau des décombres. Tout le monde a été profondément choqué. L'adjoint au maire a échangé avec certains de ses habitants depuis ce matin. Il y a certains d'entre eux qui ont été témoins directement, qui ont pris quelques photos vidéo, qui nous ont transmis ces photos. On voit à ce moment-là que les flammes étaient très très importantes. Lorsqu'on discutait avec les pompiers tout à l'heure, ils nous expliquaient bien que le premier appel d'un témoin, d'un voisin, a été donné à 6h33 et que les pompiers sont arrivés 15 minutes plus tard. Mais selon le commandant des opérations de secours, à ce moment-là, lorsque les primo-intervenants sont sur place, les premières équipes de pompiers sont arrivées. A priori, il n'y avait déjà pas de survivants au niveau des 11 personnes recherchées. Bien les 17 personnes du rez-de-chaussée qui avaient réussi à s'échapper, mais au niveau du premier étage et de la mezzanine, c'est a priori des personnes qui étaient déjà décédées, certainement piégées dans leur sommeil, vu l'heure très matinale à laquelle cet incendie s'est déclenché. Et Antoine, vous qui êtes sur place, juste devant ce bâtiment que l'on voit derrière vous, qui a été ravagé par les flammes, que sait-on de la physionomie justement, Vous abordiez la question d'une mezzanine. Comment est-ce que c'est disposé? Comment est-ce que les personnes étaient installées? On suppose qu'elles étaient encore dans leur sommeil peut-être à ce moment-là? Oui, c'est fort probable. L'enquête devra évidemment le déterminer. Vous pouvez vous rendre compte peut-être de l'ampleur des dégâts quand on voit le toit du bâtiment qui se trouve juste derrière moi, qui est assez impressionnant. Eh bien, le bâtiment qui est derrière, qui lui a pris feu, a été équipé d'un toit à peu près d'une taille similaire. Donc c'est toute cette taille de toit, qui était donc le toit qui était juste au-dessus de la mezzanine, qui s'est effondré, ce qui explique le nombre de décombres importants qu'il y a et qui rend la tâche des pompiers compliquée. Quant à la physionomie de ce gîte, il fait 500 mètres carrés et on parle d'un incendie qui a brûlé 300 mètres carrés. C'est assez important et là aussi on comprend pourquoi les pompiers ont dû être très nombreux pour venir à bout. En soi, c'est pour les pompiers, ça n'a pas été un incendie très compliqué à gérer parce que des feux de maison, ils sont habitués à gérer ce type de situation. Ce qui était compliqué, c'est le nombre de personnes à l'intérieur de ce gîte et qui explique le bilan très lourd. Mais finalement, il n'avait peu d'espoir de retrouver des rescapés au niveau du premier étage et au niveau de la mezzanine parce que à leur arrivée, au bout de 15 minutes, les flammes étaient encore très importantes. Il a fallu attaquer ces flammes très rapidement et ensuite, une fois que la zone a été sécurisée, tenter d'accéder au premier étage, mais cela a mis énormément de temps. Et malheureusement, pour le moment, 9 corps ont été retrouvés, 2 corps restent à retrouver dans les décombres. Merci Antoine, merci aussi à Corentin Préat qui vous accompagne. Alors on est en ligne justement avec une habitante de la ville de Witzenheim. Bonjour Morgane Busch, merci d'être avec nous en ligne. Vous êtes une habitante du coup de cette petite ville. C'est une personne en fait du gîte qui vous a alerté de ce qui se passait, c'est ça ? Oui, bonjour. Oui, effectivement, c'est une personne du gîte qui m'a alertée ce matin. J'ai été réveillée en fait vers ces heures-là parce que j'ai un bébé et j'ai les fenêtres en fait de sa chambre qui donnent directement sur la cour et j'ai aperçu en fait une personne à hauteur de ma voiture. Et ça m'a un petit peu interpellée. J'ai sorti la tête et puis cette personne m'a dit « Madame, sortez, ça brûle ». Et sur le coup, je me suis dit, mais de quoi est-ce qu'il me parle? C'est vrai qu'on sentait rien, on voyait rien. Enfin, vraiment, je me doutais vraiment de rien à ce moment-là. Les pompiers sont devant chez vous, toujours? Oui, toute la cour, toute la rue est encore bloquée. Il y a encore les pompiers, les gendarmes, tout le monde est encore sur place. Merci Morgane Busch d'avoir été avec nous en ligne. Bien sûr, on va suivre évidemment cette actualité en édition spéciale sur BFM donc, qui se poursuit après ce drame presque national, une tragédie. C'est que la Première ministre Elisabeth Borne est attendue dans les prochaines minutes maintenant sur place. Ce sera autour de 15h. Ce sera bien évidemment à suivre en direct sur BFM avec tous nos envoyés spéciaux, bien sûr, sur place. Édition spéciale qui se poursuit. À tout de suite. Bon, imaginez des vacances sans fin, la télé sans pub, un compte sans prise de tête. Et ben ça existe. C'est nickel. Un compte, une carte, un RIB en 5 minutes. Sans paperasse, sans agio, avec plaisir. Passez nous faire coucou chez nos buralistes ou sur nickel.eu. Est-ce que le père de Louise l'a envoyé au musée parce qu'avec Allianz, il a une bonne assurance scolaire?
Non. Il l'a envoyée au musée pour qu'elle apprenne plein de choses. Mademoiselle ? Bon, heureusement, il a une bonne assurance scolaire. 1 an d'assurance scolaire offerte pour toute souscription d'un contrat d'assurance auto ou habitation Alliance. Alliance, avec vous de A à Z. Centre européen formation.fr. Vous accordez une place centrale au bien-être et aux pratiques naturelles? Devenez naturopathe avec la formation à distance du Centre européen de formation. Réalisez un bilan de vitalité, établir un protocole personnalisé. Un programme de 500 heures pour acquérir toute l'expertise et s'établir en tant que professionnel de la naturopathie. Étudiez où vous voulez, quand vous voulez. Testez dès maintenant notre plateforme e-learning et découvrez votre premier cours gratuit. Phytothérapie. Rendez-vous sur centreeuropéenformation.fr. Quand je marche dans la neige par -30, le souffle court, le cœur qui frappe dans la poitrine, ce besoin d'avancer encore et encore, c'est réel. Quand je passe les 300 km/h, les vibrations, le bruit, cette sensation de puissance, c'est réel. Quand je partage une expérience, quand je ressens ce que l'autre ressent, cet échange, c'est réel. Vous voulez perdre du poids et vous voulez savoir à quelle date vous aurez atteint votre objectif? Rendez-vous sur comgem.fr. Il vous suffit de rentrer vos informations. Grâce à une étude interne sur 27 782 clients, nous savons que les clients Comgem perdent en moyenne 6 kilos en 28 jours. En quelques minutes, vous allez connaître la date à laquelle vous allez atteindre votre poids idéal. C'est gratuit, simple et sans aucun engagement. Vous voulez connaître la date à laquelle vous atteindrez votre poids idéal? Alors rendez-vous sur comgem.fr ou appelez le 0800 37 37 37. Dragon Ball l'intégrale. Redécouvrez les origines du héros le plus mythique de la culture manga et revivez ses aventures à travers une édition collector grand format. Tous les 15 jours, suivez les aventures de Son Goku depuis son enfance jusqu'à l'âge adulte avec des pages couleurs, un poster et des bonus pour tout connaître de l'univers Dragon Ball. Le numéro 1, 3,99 € seulement. L'ortolan est un fromage tellement doux qu'il attendrit même les plus durs. L'ortolan, sa force, c'est sa douceur. Prendre soin de la planète, c'est tout vous. Mais c'est pas facile tous les jours. C'est comme consommer plus responsable ou recycler. Quant à s'engager et être plus solidaire, on ne sait pas toujours comment faire. Heureusement, ces gestes, vous les faites déjà en étant client chez SFR. Car avec nos mobiles et box reconditionnés, la mise en veille automatique de nos décodeurs TV, l'accompagnement vers l'emploi de 10 000 jeunes en 2022 ou nos gigas offerts à Emmaüs Connect, SFR agit pour être plus responsable et solidaire avec vous. Centre européen formation.fr. Vous accordez une place centrale au bien-être et aux pratiques naturelles? Devenez naturopathe avec la formation à distance du Centre européen de formation. Réalisez un bilan de vitalité, établir un protocole personnalisé. Un programme de 500 heures pour acquérir toute l'expertise et s'établir en tant que professionnel de la naturopathie. Étudiez où vous voulez, quand vous voulez. Testez dès maintenant notre plateforme e-learning et découvrez votre premier cours gratuit. Phytothérapie. Rendez-vous sur centreeuropéenformation.fr. En isolant et ravalant votre maison par l'extérieur, restez au frais l'été et au chaud l'hiver. Augmentez la performance énergétique et la valeur de votre bien. Baissez vos factures de chauffage jusqu'à 55% et bénéficiez d'importantes aides de l'État. Et pour 1 € de plus, une centrale photovoltaïque de 400 watts offerte. Inscription sur groupeverlaine.com ou appelez le 3620 et dites Groupe Verlaine. Édition spéciale qui se poursuit bien sûr sur BFM autour de ce drame, autour de cette tragédie dans le Haut-Rhin. Au moins 9 morts localisés dans ce terrible incendie de Witzenheim, justement dans le Haut-Rhin, qui a pratiquement entièrement ravagé un gîte qui accueillait 28 vacanciers venus de Nancy, des adultes handicapés et leurs accompagnants. De gros moyens sont mobilisés bien sûr sur place pour retrouver les 2 personnes disparues et toujours introuvables. Une enquête judiciaire est en cours. Précision avec Hilal El Affaï. La toiture en proie aux flammes finit par s'effondrer. L'incendie s'est déclaré aux alentours de 6h30 du matin dans ce gîte privé où séjournent 2 groupes d'adultes en situation de handicap encadrés par 2 associations. Alertés, les pompiers arrivent rapidement sur place et prennent en charge 17 personnes qui ont pu s'extraire du bâtiment. Sur ces 17 personnes, une est en urgence relative, a été amenée à l'hôpital parce qu'elle est choquée. La propriétaire du gîte qui a constaté l'incendie est également choquée et prise en charge. Et 11 autres personnes manquent à l'appel et sont potentiellement décédées.
Il y a un encadrant et 10 personnes handicapées mentaux légers. De quel âge environ? Des adultes. Un important dispositif est mis en place. 76 sapeurs-pompiers, 4 fourgons incendie, 4 ambulances et 40 militaires de la gendarmerie sont mobilisés pour éteindre l'incendie et secourir les personnes prises au piège. Les victimes qui ont pu s'échapper, en tout cas, ce sont celles du rez-de-chaussée. Celles de l'étage, apparemment, quelques personnes ont pu s'échapper, mais pas toutes. La configuration est un peu particulière, puisqu'en fait, il y a un rez-de-chaussée et il y a un étage, mais cet étage, en fait, comprend une mezzanine. Et donc, en fait, ce premier étage fait l'équivalent en hauteur de 2 niveaux. Et donc, les corps sont retrouvés à la fois au premier étage, mais aussi dans la partie mezzanine, mais qui est effondrée. Tous logeaient dans cette ancienne grange rénovée en un gîte de 500 mètres carrés. Plus de la moitié est partie en fumée avant que l'incendie ne soit maîtrisé. La préfecture a annoncé la mise en place d'un centre... Priorité au direct, vous le voyez, la Première ministre Elisabeth Borne qui vient tout juste d'arriver au centre opérationnel. Anthony Lebos, la Première ministre qui avait annoncé justement venir compte tenu de l'ampleur de ce drame. On le voit, elle est justement dans ce centre et puis elle salue tous on va dire, les acteurs qui ont participé au secours, en tout cas ici dans cette ville. Oui, la Première ministre qui est sur place à la demande du chef de l'État, c'est ce que nous a fait savoir l'Élysée un petit peu plus tôt dans la journée. Vous le voyez juste derrière la Première ministre, c'est Aurore Bergé qui l'accompagne, membre du gouvernement, ministre chargé des solidarités, de la famille en charge du handicap. 2 membres du gouvernement qui sont sur place. Alors en ce moment, la Première ministre est au centre opérationnel départemental à la préfecture du Haut-Rhin. Elle est en train de faire un point sur la gestion de crise. C'est sans doute depuis ici que se déroule la direction des opérations. Elle vient en quelque sorte faire un point sur les moyens qui sont déployés, écouter évidemment les différentes personnes qui sont en charge de cette gestion de crise. Elle vient d'échanger avec Christophe Marot, d'ailleurs, qui est le secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin, qu'on avait eu tout à l'heure. Voilà, Elisabeth Borne qui est donc à la préfecture du Haut-Rhin et qui se rendra ensuite à l'issue de ce petit point de gestion de crise dans cette commune qui est endeuillée pour être aux côtés des familles des victimes, aussi des soignants et des forces de secours. Elle prendra la parole. Évidemment, il y aura des questions à poser à la Première ministre qui avait par ailleurs réagi également sur le réseau social X, anciennement Twitter, et qui évoquait un terrible drame, indiquant également que ses premières pensées allaient vers les victimes et leurs proches. Alors, on a vu ces images, évidemment, les médias ont été invités à sortir de cette réunion qui va démarrer donc à la préfecture du Haut-Rhin entre la Première ministre, entre la ministre Aurore Bergé et donc les personnes de la préfecture. Plus d'informations, donc évidemment, un peu plus tard sur BFM TV, ce sera à suivre en direct. Anthony, vous le disiez, donc des messages de solidarité, de soutien de la part de la Première ministre, mais aussi du ministre de l'Intérieur, du président de la République lui-même et d'autres personnalités politiques. Oui, du chef de l'État qui, depuis le fort de Brégançon, où il passe ses vacances en ce moment dans le sud de la France, le chef de l'État qui a posté aussi un message sur les réseaux sociaux évoquant une tragédie. Mes pensées vont aux victimes, aux blessés, à leurs proches. Merci à nos forces de sécurité et nos services de secours mobilisés. Je vous le disais, c'est Emmanuel Macron qui a demandé à la Première ministre de se déplacer. Gérald Darmanin n'est pas prévu sur ce déplacement. Il avait réagi très tôt. Gérald Darmanin. À 9h28, très précisément. On n'avait pas encore le bilan très précis, mais il avait évoqué effectivement cette intervention rapide et courageuse. Je cite le ministre des sapeurs-pompiers que je salue. Plusieurs victimes seraient à déplorer. Le bilan, effectivement, est encore à affiner au fil des minutes. C'est le premier membre du gouvernement qui a réagi. S'en est suivi ensuite, effectivement, le chef de l'État, la Première ministre Elisabeth Borne, y compris des membres des partis d'opposition ont réagi, à commencer par Jordan Bardella, le président du Rassemblement national, qui a écrit ceci sur le réseau social X, anciennement Twitter. La tragédie qui a frappé ce matin un gîte pour personnes en situation de handicap attriste tous les Français. Pensée émue pour les victimes ainsi qu'à leurs proches, endeuillés par ce terrible drame. Tweet aussi venu de la gauche, un dernier, Fabien Roussel, le patron du Parti communiste français. Nos pensées pour les victimes du terrible drame. Toutes nos solidarités aux personnes et aux familles touchées par cette tragédie. Et bien sûr, on ne fait pas de politique aujourd'hui. Il n'a pas lieu de faire de la politique. Marc Rolland, merci d'être avec nous. Quand vous êtes capitaine de gendarmerie et porte-parole de l'association Gendarmes et Citoyens, on est tous, bien sûr, choqués et bouleversés par l'ampleur en fait, du bilan, le bilan extrêmement lourd.
Mais les recherches, elles se poursuivent parce que 9 corps ont été retrouvés. Il en reste 2 à rechercher. Et ça, c'est vraiment les sapeurs-pompiers accompagnés des gendarmes qui s'occupent des recherches. Tout à fait. Les sapeurs-pompiers, pour le volet technique, eux, ils sont en capacité matérielle et physique de progresser dans une zone encombrée, issue d'un brasier. Et ils sont accompagnés de gendarmes plutôt spécialisés dans l'identification criminelle, en mesure de fixer par l'imagerie, à l'appareil photo classiquement, en tout cas par des constatations techniques, l'état et la position des victimes. Et effectivement, c'est le début de l'enquête, en fait, ça. C'est le début de l'enquête. Retrouver les corps, c'est déjà une partie de l'enquête qui commence. Pour être particulièrement précis, je dirais que l'enquête a commencé ce matin, lorsque les gendarmes ont été contactés sur le 17. Le premier appel est souvent la première pièce de procédure, puisque c'est l'engagement opérationnel et judiciaire des services de l'État, notamment de la gendarmerie. Marc Rolland, ce qui nous montre aussi la gravité de ce drame, c'est que les pompiers sont intervenus extrêmement rapidement. En un quart d'heure, ils sont arrivés dès qu'on les a appelés, ils ont constaté ces grosses flammes, et que le dispositif a été tout de suite très important, déployé sur place. Les moyens également pour retrouver d'éventuels survivants ou des victimes qui ont été engagés sont très très nombreux et très pointus également. Oui, alors ce genre de dispositif qui vise à porter secours de façon massive et cohérente à une situation de crise, c'est un processus qui est maîtrisé, puisque la montée en compétences et la montée en compétences techniques, en compétences matérielles et humaines est une chose maîtrisée, que ce soit pour les sapeurs-pompiers que je salue et pour la gendarmerie, de manière coordonnée et surtout complémentaire. Chacun sa place, pour la bonne place et pour le succès de la mission. Les pompiers portent secours avec le renfort des services médicaux, le SAMU par exemple, et les gendarmes sont là pour le volet ordre public et surtout le volet judiciaire et administratif qui s'en suivra. Et une parfaite coordination, on imagine, entre les sapeurs-pompiers et les gendarmes, aussi les policiers qui peuvent intervenir dans ce genre de situation. Tout à l'heure, le lieutenant-colonel Oviller nous l'expliquait. Cet incendie, il est parti, en tout cas, il a démarré sans doute cette nuit. C'est malheureusement assez classique dans ce genre d'événements. Ce sont des incendies qui démarrent la nuit et qui prennent en fait par surprise les habitants de ce genre d'endroit. La nuit reste un item de fragilité puisque dans ces locaux dits de sommeil où on héberge des gens qui dorment, la réglementation en général est beaucoup plus drastique. Vous pensez bien que là vous êtes en position de fragilité. L'enquête du fait de leur handicap. Et du fait de la nuit, surtout. Et du fait de la nuit. Vous dormez, vous n'êtes pas forcément attentif, en capacité de détecter un incident, puisque vous dormez profondément. En cela, je pense que l'enquête, grâce aux technologies nouvelles, permettra de déterminer effectivement à la fois l'origine et le moment de déclenchement du foyer, ou des foyers. On va retourner donc sur place à Winsenheim pour écouter cette voisine de ce gîte qui, elle, le matin, aux alentours de 7 heures, a commencé à voir ces flammes et s'inquiéter de l'arrivée des secours. Elle nous raconte ce qu'elle a vécu. Bon, en fait, moi, ça m'a surtout réveillée à 7 heures du matin. J'ai entendu beaucoup de sirènes. Alors bon, on en entend passer de temps en temps parce qu'il y a beaucoup de circulation sur cette route. Mais là, je me suis dit, il y a quelque chose qui se passe. C'est pas normal. J'entendais des gens qui s'invectivaient, qui criaient, qui s'appelaient. J'ai ouvert le volet et puis j'ai vu dans la cour juste en face, parce que je suis juste en face, moi, en fait, des tas de véhicules de pompiers, de secours, SAMU, voilà, urgence gaz. Je me dis, oula, il y a quelque chose qui se passe. Et surtout, après, j'ai vu le gros panache de fumée. Et donc, voilà, je me suis déplacée après dans le jardin parce que je voyais mieux dans le jardin, en fait, ce qui se passait. Là, j'avais une vue, en fait, sur le bâtiment qui était en flammes. Donc, toute la toiture il y avait des flammes de plusieurs mètres de haut et voilà, quoi. Je pense qu'il y a de plus en plus de véhicules qui sont arrivés, de plus en plus gros véhicules, des gros véhicules d'intervention. J'ai vu aussi le poste, on va dire, je sais pas exactement, ils ont déployé une grande antenne. Enfin, voilà, quoi. Je me suis dit, là, il y a vraiment quelque chose. Je voyais que des secours et pas du tout de personnes évacuées. J'ai vu des véhicules partir, des véhicules de pompiers avec certainement des personnes blessées ou intoxiquées, je sais pas. Mais voilà, j'ai vu quelques véhicules partir, des VSAB partir, mais pas du tout après. Voilà, moi, j'ai pas vu des gens s'enfuir. C'est pas des personnes qui étaient très, handicapées physiquement, parce qu'apparemment c'est des personnes handicapées mentales légères. Je veux dire, c'est des personnes autonomes au niveau des mouvements. Voilà, je pense qu'ils sont c'est peut-être plus l'heure qui a joué en défaveur, c'est-à-dire le matin tôt, certainement qui dormaient encore. Ça, je pense. Et puis après, le feu a dû prendre très rapidement, vu l'état des flammes. Moi, j'ai entendu qu'à 6h30, les secours ont été appelés. Moi, je me suis réveillée à 7h, j'ai ouvert le volet. Je pense le feu a dû prendre de l'ampleur en très peu de temps. Et du coup, voilà, c'est peut-être plus une question de timing qui, malheureusement, a joué en leur défaveur et pas le fait qu'ils soient handicapés, quoi.
Et les images que vous voyez justement il y a un instant, ce sont celles d'Elisabeth Borne qui est arrivée au centre opérationnel. Donc elle était accompagnée bien sûr de Aurore Berger. Elle s'est entretenue avec le secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin. Elle fait d'abord un point bien sûr sur la situation. On en parlera avec vous dans un instant, Anthony. Mais Marc Rolland, je me tourne vers vous. En France, on a des normes qu'il faut absolument respecter, des normes anti-incendie qui sont presque drastiques. C'est un pays, en tout cas la France, dans lequel il y a justement une précaution vraiment particulière autour de ces questions-là. Effectivement, dès lors que le bâtiment est classé établissement recevant du public, selon sa nature et son type d'exploitation, il est soumis à une réglementation généralement tirée du Code de l'urbanisme, avec des contraintes structurelles, des contraintes de fonctionnement et des contraintes liées à des visites régulières, en général suivant le profil, tous les 3 ou 5 années. Là, ce qui va être particulièrement difficile pour les suites de l'investigation, c'est déjà ce feu qui continue de couver, même s'il est maîtrisé. Il y a toujours peut-être des traces de fumerolles sous les débris. C'est ça qui complique la tâche actuellement pour les pompiers, par exemple? Je dirais que le sinistre est toujours en cours et que la fragilité structurelle du bâtiment interdit quand même une progression aisée. Il faut quand même assurer la sécurité des personnes intervenantes, qu'elles soient issues de la gendarmerie ou des sapeurs-pompiers. Et c'est là que les drones, par exemple, peuvent être très utiles pour aider à progresser malgré tout? Tout à fait, on a bien observé. Les drones ont cette capacité, effectivement, à détecter des corps, on l'a vu, effectivement, à mesurer les foyers ardents par une lecture thermique, et effectivement, orienter au plus près du sinistre, du foyer, les personnes de secours en vue de procéder à leur extinction. Anthony, on le disait, donc Elisabeth Borne, on voit sur ces images qui est arrivée au centre de gestion de crise opérationnelle départementale. C'est bien ça. Elle a interrompu d'ailleurs ces quelques jours de congé dans lesquels elle était pour justement venir sur place, compte tenu de l'ampleur du drame et forcément l'émotion aussi que cette tragédie suscite. Oui, bien sûr. Et en quelque sorte, la Première ministre suit la consigne qui avait été donnée par le chef de l'État en cas d'urgence, se déployer rapidement, se déplacer rapidement. Et en raison de l'émotion que suscite ce drame, effectivement, c'est la Première ministre qui se déplace sur le terrain avec des images que l'on voit. C'est en léger différé, c'est en direct il y a quelques minutes, avec derrière la Première ministre Aurore Berger, la ministre chargée des solidarités et de la famille et chargée aussi du handicap. Au fond, d'abord, le message de la présence de la Première ministre sur place, c'est d'exprimer la solidarité de la nation avec ce drame qui s'est déroulé. Là, elle est en ce moment toujours au sein de la préfecture du Haut-Rhin. Vous voyez ces images-là où, à sa gauche, c'est Christophe Marot, qui est le secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin, qui, en quelque sorte, lui faisait un point de situation, à la fois bilan sur les victimes, les corps extraits, les corps encore sous les décombres, un point aussi sur les moyens qui sont déployés, les forces en présence, les gendarmes, les sapeurs-pompiers. Mais le message, les prises en charge aussi des victimes et les familles des victimes, bien sûr. Bien sûr, et les familles des victimes. Peut-être que la Première ministre les rencontrera tout à l'heure quand elle se rendra dans cette commune endeuillée. Ce sera juste après cette petite visite au sein de la préfecture du Haut-Rhin. Anthony, avant d'en venir également aux réactions qui continuent d'affluer, vous nous parlerez notamment de celle d'Olivier Véran. Vous abordiez la question justement de ce bilan, de ce point d'étape en tout cas. Christophe Marot, qui est donc dans cette cellule, qui est en train de rencontrer la Première ministre, le secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin, s'est exprimé un peu plus tôt sur notre antenne. On va l'écouter. Sur ces 17 personnes, une est en urgence relative, a été amenée à l'hôpital parce qu'elle est choquée. La propriétaire du gîte qui a constaté l'incendie est également choquée et prise en charge. Et 11 autres personnes manquent à l'appel et sont potentiellement décédées. On a mis en place un dispositif conséquent. Il y a eu 76 sapeurs-pompiers sur place avec 5 moyens de lutte contre l'incendie, un poste médical avancé, une CUMP. La CUMP a été activée, cellule d'urgence médico-psychologique. Il y a eu également le SMUR qui est venu sur place. Et en plus des 76 sapeurs-pompiers, il y a 40 gendarmes qui sont venus sur place pour s'occuper des routes. Et puis une section de recherche qui, sous l'autorité de la vice-procureure, devra commencer l'enquête judiciaire. Là, on termine d'éteindre. L'incendie est maîtrisé, donc il y a encore des fumées, comme vous avez pu le voir. Et donc, on éteint définitivement les fumées pour que l'enquête puisse commencer. Voilà, vous venez d'entendre donc Christophe Marot, le secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin, qui rencontre actuellement Elisabeth Borne et Aurore Berger, qui s'exprimait sur les 17 personnes qui, elles,
ont pu s'extraire, heureusement, de ce bâtiment en flammes tôt ce matin. Anthony Lebos, on le disait, donc la première ministre qui est toujours donc dans ce centre donc départemental de la préfecture du Haut-Rhin et qui va ensuite aller au contact de la population de Wintzenheim avant de prendre la parole. Absolument, elle va arriver dans les prochaines minutes à Wintzenheim, dans cette commune endeuillée, pour échanger avec les forces de sécurité. C'est ce que précise Matignon dans la note aux rédactions qu'elle envoie aux journalistes. Avant une prise de parole d'Elisabeth Borne, évidemment, il y aura beaucoup de questions à poser à la Première ministre. Elisabeth Borne qui donc est arrivée sur place et qui avait réagi aussi en amont sur Twitter, qui avait évoqué un terrible drame, adressant ses pensées aux familles des victimes et remerciant les secours. On a aussi la réaction plus récente du porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, également sur le réseau social X, anciennement Twitter. Olivier Véran qui écrit ceci: ce matin, un terrible incendie s'est propagé dans un gîte accueillant des personnes en situation de handicap et leurs accompagnateurs. Toutes mes pensées vont vers les victimes et leurs proches. Merci à tous les pompiers, secours et élus locaux mobilisés. Évidemment, à chaque fois, les mêmes remerciements. C'est ce qu'a fait aussi le chef de l'État lors de ce message qu'il a posté aussi depuis le fort de Brégançon, là où il passe ses vacances. Le chef de l'État qui a évoqué une tragédie. Je cite Emmanuel Macron: mes pensées vont aux victimes, aux blessés, à leurs proches. Merci à nos forces de sécurité et nos services de secours mobilisés. Merci beaucoup Anthony. Donc la Première ministre qui va arriver dans les prochaines minutes. Alors cette fois-ci, ce sera à Wintzenheim, donc là où justement il y a eu cet incendie pour saluer les forces de l'ordre, pour saluer les secours. Marc Rolland, c'est quelque chose d'assez assez classique. Les élus, le gouvernement qui se mobilise quand on a ce type d'événement qui vraiment suscite l'émotion aujourd'hui. On l'a déjà observé à moult reprises, effectivement, la délégation gouvernementale, l'autorité publique, effectivement, se transporte pour témoigner effectivement de la reconnaissance de l'État, de l'appui de l'État, du soutien de l'État envers ces familles endeuillées, ces familles attristées, et assurer que la mobilisation des forces étatiques est pleine et entière pour retrouver, pour identifier les victimes. Oui, effectivement, c'est important. Ça se fait régulièrement et le pilotage est assuré. D'ailleurs, on voit par les motocyclistes de la brigade motorisée de Strasbourg, de Colmar, qui assurent effectivement. Et puis avec aussi sur des victimes particulièrement fragiles, aussi atteintes de handicap. Ça, bien sûr, c'était important de le dire évidemment. Tout à fait. On a effectivement un profil de victime, mais également des encadrants qui sont effectivement dans un contexte de handicap. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Vous restez avec nous, évidemment, Marc Rolland, capitaine de gendarmerie, porte-parole de l'association Gendarmes et Citoyens. On va faire le point à 15h sur ce drame dont on vous parle sur BFM TV depuis ce matin, avec cette édition spéciale consacrée donc à cette tragédie, ce bilan qui s'alourdit. C'est 10 morts, c'est 9 morts au moins, puisque 9 personnes ont été localisées. C'est l'objet du dernier point qui a été fait par le lieutenant-colonel Philippe Hauviller dans cette commune. 9 personnes donc décédées, repérées comme telles. 2 personnes toujours manquantes à l'appel sur les 11 donc disparues depuis ce matin, après cet incendie qui a pris aux alentours de 6h30 dans un gîte de vacances qui accueille des personnes atteintes de handicap. Antoine Forestier, vous êtes notre reporter sur place à Wintzenheim. À l'heure actuelle, quel est le dispositif humain, matériel, technique qui est encore sur place ? Depuis ce matin, il y a environ 80 pompiers qui ont été mobilisés sur cet incendie, des moyens très importants au vu du nombre de personnes qui étaient à l'intérieur de ce gîte. 28 personnes dormaient dans ce gîte depuis cette nuit. Et il y a également 40 gendarmes qui sont sur le terrain. Des techniciens de l'identification criminelle sont actuellement en cours de recherche au niveau du premier étage de ce gîte. On les voit certainement sur une des images que vous devez avoir en blouse blanche à l'étage. Il y a quelques minutes, on les a vus extraire un corps de cette zone. On le sait, selon le dernier point des pompiers, que 9 corps ont été retrouvés. Il y a eu un moment donné l'information comme quoi un 10e corps avait été retrouvé, mais les pompiers sont revenus sur cette information en nous expliquant qu'il y avait encore des vérifications à faire. Il y a donc encore 2 disparus, 2 personnes à retrouver dans les décombres, mais il y a évidemment très peu de chances que ces personnes soient vivantes à ce stade. C'est bien des corps que recherchent actuellement les pompiers sur le terrain. Il y a également des drones qui ont été utilisés un petit peu plus tôt. Là, ça fait un peu plus d'une heure qu'on ne les voit plus survoler la zone. Et puis les équipes cynophiles qui aident les pompiers. Les chiens qui interviennent par intermittence. Des fois, ils viennent ici autour de nous. On les voit avec les maîtres chiens autour d'eux pour avoir un petit peu de repos. Et puis quand ils peuvent intervenir
intervenir sur place, eh bien les pompiers, les gendarmes les emmènent au niveau de ce premier étage qui désormais est à peu près sécurisé pour leur permettre d'aider les secours à tenter de retrouver ces 2 personnes manquantes. Antoine Forestier, la Première ministre qui va arriver dans les prochaines minutes, juste tout près de vous tout à l'heure. Antoine, j'imagine, on l'imagine tous ici. Bien sûr, l'émotion, elle est extrêmement vive dans cette petite ville. C'est la sidération, vraiment. Oui, lorsqu'on échange avec les habitants de cette petite ville, eh bien évidemment c'est beaucoup d'émotions parce que la plupart d'entre eux ont été témoins de ces flammes assez impressionnantes. Lorsqu'on voit leurs photos, les vidéos qu'ils nous ont fournies, on se rend compte à quel point cet incendie était impressionnant. Et puis surtout, ils étaient bien conscients qu'il y avait ces personnes handicapées qui étaient présentes à l'intérieur en vacances parce que c'est quelque chose qui est habituel ici. Ils les croisaient dans le village et évidemment quand ils ont connu les premiers bilans communiqués par les pompiers, cela était profondément choquant. Il y a l'adjoint au maire qui est présent depuis tôt ce matin une fois que cet incendie a été annoncé. Il échangeait avec les habitants et puis là on voit à l'instant une dizaine, une quinzaine d'élus qui sont présents sur le trottoir, qui attendent donc l'arrivée de la Première ministre, qui ne devrait plus tarder. Ils échangeront donc avec Elisabeth Borne à son arrivée ici. Elisabeth Borne qui va être accompagnée d'Aurore Berger, la ministre des Solidarités et des Familles, qui l'accompagnera donc lors de ce déplacement. Ça devrait être assez classique, une dépose de la ministre juste ici derrière nous, des échanges avec les élus, avec les pompiers bien sûr. Le commandant des opérations de secours échangera avec Elisabeth Borne et puis autant que faire se peut, ils vont tenter de se rapprocher de ce qu'il s'est passé derrière, tenter de comprendre également le travail des opérations, le travail des pompiers et des gendarmes qui sont actuellement sur le terrain et faire un point également sur l'enquête. On sait que en théorie, le procureur de la République de Colmar devrait également communiquer sur les premiers éléments de l'enquête parce que les pompiers, eux, lorsqu'on leur demande s'ils en savent plus sur l'origine de cet incendie, pour le moment, ils nous disent qu'ils n'ont pas la réponse à cette question. Justement, vous en parliez, on va écouter le lieutenant-colonel Wheeler qui va nous donner plus de précisions, les toutes dernières informations concernant ce drame. Donc sur les 11 personnes qui étaient dans le bâtiment, nous en avons localisé 9. 3 à ce stade ont pu être extraites du bâtiment, mais nous sommes toujours à la recherche de 2 dépouilles de personnes que nous n'avons encore pas pu trouver ou localiser dans le bâtiment. Il s'agit en fait ensuite de récupérer les dépouilles des personnes qui sont restées à l'intérieur. Vous pouvez vous imaginer qu'elles ne sont pas forcément dans le même état que vous et moi ici. Et donc il s'agit aussi à un moment donné, simplement par rapport au risque infectieux, de pouvoir protéger les équipages qui vont être amenés à manipuler les dépouilles. De manière certaine, nous n'en avons que 9. La 10e, nous n'avons pas de certitude à ce stade-là. Nous savons qu'il y avait 11 personnes dans le bâtiment. Donc à partir du moment où les 11 n'auront pas été identifiés, en tout cas localisés, le travail pour nous ne sera pas terminé. Et vous aviez ces images en direct donc des élus, Anthony, qui attendent justement l'arrivée de la Première ministre Elisabeth Borne. On a vu d'ailleurs l'adjoint au maire, les images qui reviendront. Mais là, on est vraiment sur un protocole classique. On attend la Première ministre pour, bien sûr, qu'elle aille à la rencontre des secours, mais aussi des élus qui sont sur place. Oui, c'est ce qui est prévu. C'est ce que nous indiquent les équipes de Matignon. Il y aura des échanges avec les forces de sécurité et les forces de secours. Peut-être que vous apercevez les élus qui sont derrière les pieds de caméra que vous voyez on les voit sur la droite, absolument. Au premier plan de l'image. Le premier élu que vous voyez tout à droite, c'est le maire adjoint de la commune. Et puis à sa droite, c'est notamment une ancienne ministre de l'Insertion, Brigitte Klinkert, qui fut notamment présidente du conseil départemental du Haut-Rhin, arrivée dans les toutes prochaines minutes de la Première ministre. On le disait, on l'évoquait avec vous, c'est aussi une manière pour l'État d'exprimer sa solidarité et d'assurer effectivement le soutien plein et entier de l'État après ce drame qui s'est déroulé dans cette commune et qui a endeuillé cette commune du Haut-Rhin. Elisabeth Borne, qui va arriver dans quelques instants, qui était il y a quelques minutes à la préfecture du Haut-Rhin pour faire un petit point, un bilan de situation à la fois sur les victimes, aussi sur les moyens qui sont déployés pour les opérations de secours, de sauvetage et de sécurité. Le protocole est prêt, arrivée de la Première ministre très prochainement, avec une prise de parole aussi d'Elisabeth Borne. Et évidemment, il y aura des questions à lui poser sur les défaillances ou pas, les circonstances, les victimes, bien sûr. Mais elle est là avant tout pour exprimer la solidarité de la nation, comme l'a fait Emmanuel Macron, mais lors d'un message publié sur les réseaux sociaux. Merci Anthony. Marc Rolland, on voit toujours ces images en direct de cette commune endeuillée, forcément avec ce qui s'est passé, de ces élus qui attendent l'arrivée de la Première ministre et d'Aurore Berger à ses côtés.
on l'expliquait tout à l'heure, c'est une enquête qui va être longue et même les recherches en elles-mêmes, elles ne sont pas du tout terminées puisque déjà le déblaiement, l'accès au bâtiment est rendu difficile. Ça va être des opérations longues. Oui, des opérations longues qui vont surtout s'inscrire sur des constatations méticuleuses avec l'engagement, je le mets en avant parce que ce sont des moyens qu'on a, des compétences qu'on a, grâce au groupement d'intervention cynophile de Mayenheim, à côté de Colmar, où nous disposons, me semble-t-il, de chiens RPAI, des chiens donc, pour la recherche de produits accélérateurs d'incendie, qui vont forcément intervenir à froid, mais bien plus tard. Il faut que tout soit refroidi pour que le chien et son maître Pour déterminer les causes du départ pour de cet identifier incendie. éventuellement s'il y a des traces de produits accélérateurs. Et s'il n'y en a pas, effectivement, c'est aussi une réponse. On écarte des hypothèses. Mais ici, on parle du plus large, on parle de la piste criminelle. On n'écarte rien. On n'écarte rien parce que s'interdire de penser à tout, c'est se fermer à des hypothèses de travail et après, le cas échéant, repartir dans l'urgence. Voilà. Non, on ouvre toutes les hypothèses, toutes les investigations. Bien sûr, dans le cas d'espèce, il faudra espérer qu'il ne s'agisse pas d'un fait criminel, mais pour l'instant, on ne s'interdit rien. L'enquête ne fait que commencer, l'enquête judiciaire, mais ces chiens, donc vous le disiez, chargés donc de rechercher ces produits accélérateurs d'incendie, si c'est le cas, est-ce qu'ils sont également chargés, est-ce qu'ils sont également capables de retrouver des corps ? Non, du tout. D'accord, ce sont des chiens vraiment spécialisés. Ils cherchent que des produits, carburants, produits accélérateurs, genre white spirit, tout ce que vous voulez, qui ont cette capacité effectivement à activer un foyer thermique. Et dans cette enquête qui est bien sûr ouverte, il va y avoir aussi sans doute l'audition de personnes, audition peut-être des propriétaires, en tout cas des gens qui étaient autour pour récolter des témoignages précieux pour savoir comment est-ce que cet incendie a été déclenché. Aussi peut-être des gens qui ont travaillé dans ce gîte, sur ce chantier. C'est très large maintenant comme enquête, ça va être très long. C'est une enquête effectivement qui va demander des compétences et des expertises particulières, notamment, et je le disais, via des constatations, des experts incendies qui vont intervenir, mais effectivement un travail sur dossier. Ce bâtiment faisait-il l'objet d'une inscription ERP, établissement public? Est-ce que la réglementation, le cas échéant, a-t-elle été observée? Il y a une réglementation vraiment spécifique autour de... Spécifique et extrêmement rigoureuse, et je peux vous le garantir, qui ne souffre pas d'a priori. La commission, les sous-commissions valident pas. Il n'y a pas de... Voilà. On est ou pas dans la réglementation. D'accord. On va évidemment attendre dans les prochaines minutes. On le rappelle, l'arrivée de la Première ministre, Elisabeth Borne, avec la ministre de la Solidarité et des Familles également, Aurore Bergé, qui vont se rendre au plus près des habitants, des proches également et des personnes concernées dans cette affaire de cet incendie de Wintzenheim. Des élus également locaux qui attendent ces membres du gouvernement pour leur présenter notamment leurs hommages, échanger. Et puis c'est uniquement, Anthony, vous me le confirmez, à l'issue de toutes ces rencontres, que la Première ministre prendra la parole devant les médias. Oui, Elisabeth Borne prendra la parole à l'issue de ces échanges avec les forces de sécurité et de secours. Peut-être aussi discutera-t-elle avec les familles des victimes qui sont sur place. Elisabeth Borne, qui est là pour témoigner du soutien de l'État après ce drame qui a endeuillé cette commune, qui était d'abord à la préfecture du Haut-Rhin il y a quelques minutes, maintenant une dizaine de minutes, pour faire un point, notamment avec le secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin, pour faire un point sur la situation, les opérations de secours qui sont toujours en cours, aussi faire un point de situation sur les victimes, sur les moyens qui sont déployés à la fois du côté des sapeurs-pompiers et aussi de la gendarmerie. L'heure est à l'émotion, évidemment, du point de vue de la politique, et d'ailleurs, il y a eu plusieurs réactions. Il n'y a pas vraiment de politique aujourd'hui, finalement. Il n'y a pas de politique, il y a de l'émotion. Il y a de l'émotion sur les réseaux sociaux qui s'est exprimée notamment par des messages qui ont été publiés par différents responsables politiques, Fabien Roussel du Parti communiste, Jordan Bardella pour le Rassemblement national, les présidents des deux chambres parlementaires, Yael Braun-Pivet et Gérard Larcher. On voit le message de Fabien Roussel, nos pensées pour les victimes du terrible drame de Wintzenheim, toutes nos solidarités aux personnes et aux familles touchées par cette tragédie, soutien au personnel de secours. C'est un tweet parmi tant d'autres en fait de la classe politique qui aujourd'hui exprime son émotion. On a vu des messages par exemple où la France est endeuillée, la France est attristée. Voilà ce que l'on peut lire de la part de la classe politique qui est sur ce point-là unie. Il y a une forme, voilà, c'est ce que j'allais dire, d'unité nationale autour justement de ces familles de victimes et aussi en soutien de ces forces de l'ordre. Je vous propose juste d'écouter l'adjoint au maire qui tout à l'heure s'est exprimé.
Il y avait au moins 16 personnes qui venaient de Nancy, qui sont des adultes handicapés, mais un handicap moteur très faible et plutôt donc des gens qui arrivent à se mouvoir. Donc ces personnes ont pu échapper aux flammes à partir du moment où elles ont été réveillées. Pour celles qui n'ont pas pu échapper, je pense qu'elles ont été prises dans leur sommeil et qu'elles étaient sûrement sur la partie qui a malheureusement s'est embrasée le plus. Il devait être à peu près 6h30, vraisemblablement entre 6h30 et 6h45 quand le feu s'est déclaré. Et les personnes ont été prises oui, dans leur sommeil, et ce qui rend bien sûr encore plus difficile l'évacuation et ce qui accroît la panique bien sûr. Alors il y a un tout petit peu de fumée qui s'échappe du bâtiment parce que, comme ça a été dit, le bâtiment était un bâtiment à colombage avec des poutres très anciennes et donc il y a encore quelques poutres qui se consument, mais il n'y a plus d'incendie à proprement parler et il y a des pompiers qui sont là pour surveiller, pour éviter toute reprise et pour sécuriser aussi les équipes de recherche. On a le problème des familles. Celles-ci vont être accueillies dans des salles que la commune a mises à disposition de la préfecture au centre de la ville, de façon à ce qu'ils puissent être un peu éloignés des lieux de l'incendie et ne pas avoir ces images d'horreur sous les yeux. On rappelle le bilan encore provisoire évidemment de cet incendie qui a pris ce matin à Wintzenheim et qui a donc fait pour l'instant 9 victimes localisées, en tout cas selon le commandement des opérations de secours sur place. 9 morts sur les 11 personnes qui restent toujours disparues, puisque dans le groupe de 28 personnes qui étaient hébergées dans ce gîte de vacances, 17 ont réussi heureusement à s'extraire des flammes dès le matin. Donc sur ces 11 personnes, 9 ont été localisés, décédés. 3 dépouilles ont été sorties. Ça veut dire qu'il reste encore des corps et des personnes probablement sous les décombres. Marc Rolland, donc les recherches ne sont véritablement pas finies. Et il va y avoir une collaboration très étroite entre les gendarmes qui sont sur place pour l'enquête judiciaire qui a débuté et les pompiers qui doivent aussi à la fois rechercher des personnes et également sécuriser le bâtiment pour l'intervention de la gendarmerie. Tout à fait. Vous savez que la coopération gendarmerie-pompiers, c'est une longue histoire. On a toujours été extrêmement unis, puisque devant l'adversité de la vie, accident de la route, décès naturels, et là, dans le cas d'espèce, incendie, les gendarmes ont toujours été assistés des pompiers et les pompiers ont toujours été assistés des gendarmes. Et la coopération s'est toujours faite dans le respect des responsabilités et des prérogatives de chacun. Les pompiers au titre de l'incendie et du secours, les gendarmes au titre de l'ordre public et de la police judiciaire. Images en direct, donc édition spéciale sur BFM TV. Vous les voyez justement, ces images où on aperçoit les élus. On aperçoit aussi, bien sûr, les sapeurs-pompiers. En tout cas, Marc Rolland, sont les gradés des secours qui sont présents pour aussi accueillir la Première ministre, parce qu'elle va s'entretenir évidemment avec les différents colonels, avec bien sûr ceux qui sont sur place et qui ont géré vraiment de façon opérationnelle ce qui s'est passé. Il y a quelques minutes, elle était dans le centre opérationnel départemental avec Aurore Bergé, sa ministre des Solidarités. C'est important aussi pour, j'imagine, le moral en tout cas de ces forces de l'ordre, de ces forces de secours, d'avoir le soutien de la nation et le soutien entier du gouvernement et de la chef du gouvernement. Tout à fait. Et d'ailleurs, le COD, c'est un état-major de circonstances qui permet de réunir en son sein... Le COD, c'est le Centre opérationnel départemental. Tout à fait. Là où la Première ministre s'était rendue... donc, effectivement, c'est un centre de pilotage à titre au niveau opératif, c'est-à-dire au niveau départemental, en capacité de mener de front et de manière cohérente les directeurs de services médicaux, le SAMU par exemple, le directeur des services d'incendie de secours, les pompiers. Mais c'est toujours à la préfecture, ça? Toujours à la préfecture, oui, le pilotage opératif. Là, lorsqu'on va sur le terrain, on est plutôt sur un volet technique et tactique, au plus proche de l'événement. Et effectivement, là aussi, on décline les ordres venus du haut et on amène, chacun à sa compétence, une réponse qui est celle de ses responsabilités. Le secours, l'assistance à personne, l'évacuation, etc., etc. Il va y avoir aussi beaucoup d'auditions à mener, du voisinage notamment. On a eu quelques témoignages sur notre antenne, des voisins qui auraient peut-être pu voir des choses qui vont aider les gendarmes. Oui, tout à fait. Le volet
audition, le volet témoignage des voisins, de ceux qui ont alerté, de ceux qui ont vu, de ceux qui ont entendu, s'inscrit effectivement dans le cadre d'une procédure ouverte, assurément dans le terme de la flagrance, pour des faits d'homicide et de blessures involontaires, je le pense. Anthony Lebos, image en direct, on le voit toujours, ces élus qui donc attendent la première ministre. C'est le protocole qui est assez banal et classique. D'abord, la ministre se rend, la première ministre se rend dans vraiment le centre de gestion de crise pour être briefée aussi, pour avoir les éléments d'information nécessaires. Et puis ensuite, bien sûr, elle se rapproche du terrain, mais ne pas arriver trop tôt non plus pour ne pas perturber les recherches non plus, on l'imagine. Oui, c'est pour ça que la première ministre a attendu finalement que le bilan soit un peu plus affiné pour se déplacer. On savait qu'elle allait se déplacer effectivement parce qu'elle l'avait annoncé sur les réseaux sociaux, mais il a fallu quand même plusieurs heures pour qu'on ait véritablement confirmation de l'horaire et du programme. Vous l'avez évoqué, la première partie de ce programme, c'était à la préfecture du Haut-Rhin, dans ce COD, le centre opérationnel départemental, pour finalement faire un point à la fois sur le bilan humain et puis faire un point sur les moyens humains aussi qui sont déployés, les gendarmes, les sapeurs-pompiers qui sont ici. Effectivement, c'est important que la Première ministre soit sur place pour assurer de son soutien, pour assurer du soutien plein et entier de l'État après ce drame qui a touché cette commune. Vous le voyez, le protocole n'est pas vraiment encore en place. Ça voudrait dire qu'il y a encore quelques minutes avant l'arrivée de la Première ministre, mais elle sera là pour échanger avec les forces de sécurité et de secours avant de prendre la parole. Et effectivement, il y aura beaucoup de questions à poser à la Première ministre. Et il n'y a pas de vacances du pouvoir. C'est aussi ce message qui est envoyé. C'est-à-dire que les autorités politiques, les autorités bien sûr gouvernementales, elles sont à pied d'œuvre, même bien sûr dans cette période estivale, évidemment. Mais c'est le message classique de tous les étés. Lors du dernier Conseil des ministres qui avait eu lieu en visioconférence depuis la Nouvelle-Calédonie et qu'avait présidé le chef de l'État, il avait bien donné des consignes à ses ministres de rester mobilisés en cas d'urgence. Et là, c'est plus qu'une urgence, c'est un drame. Bien sûr. Un drame qui s'est produit et qui a suscité une immense émotion, évidemment au sein de la communauté nationale et puis bien sûr au sein de la classe politique, puisqu'il y a beaucoup de réactions. Donc oui, ce serait une faute politique de ne pas venir, ce serait une faute politique de ne pas réagir à cette émotion-là. En l'occurrence, le gouvernement se déplace par l'entremise de sa première ministre et aussi d'Aurore Bergé, qui est la nouvelle ministre chargée des solidarités, de la famille et du handicap. Évidemment, on continue de suivre en direct cette intervention de la Première ministre, sous quelques minutes a priori, qui va donc, après sa visite au centre opérationnel départemental de la préfecture du Haut-Rhin, se rendre ici à Winsenheim, cette petite commune donc endeuillée depuis ce matin par la disparition d'au moins 9 des 11 disparus qui se sont retrouvés pris au piège dans ce gîte qui a accueilli donc des personnes adultes handicapées venues en vacances avec leurs accompagnants, 2 groupes distincts de personnes qui étaient sur place donc, pour ces vacances et donc qui sont malheureusement concernées par ce drame, par ce feu dont on ne connaît pas évidemment encore l'origine. Ça va venir beaucoup plus tard puisque l'enquête judiciaire ne fait que commencer, mais on le rappelle, de gros moyens, à peu près 80 pompiers ont été mobilisés au plus fort de l'intervention, une quarantaine de gendarmes également, des moyens cynotechniques, un drone, beaucoup de moyens qui sont mis en œuvre pour tenter de retrouver les corps, sécuriser le bâtiment. On se retrouve dans quelques instants, évidemment, en direct sur BFM TV pour vous donner plus d'informations.